Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à ce débat électoral des candidats dans la circonscription d'Ottawa-Vanier. Nous avons aujourd'hui 4 candidats qui se présentent à l'élection fédérale du 21 octobre et je les présenterai par ordre qu'ils ont été choisis au sort. Oriana Ngambirama du Parti vert, Ngambirano, pardon, du Parti vert, Mona Fortier du Parti libéral, bonsoir. Joël Bernard du Parti conservateur et Stéphanie Mercier du Nouveau Parti démocratique. Alors, le déroulement de la soirée, on va commencer par des allocutions d'une durée de 3 minutes par candidat et ensuite une série de questions où les gens auront 90 secondes pour répondre et il y aura un droit de réplique de 30 secondes par candidat et un mot de fermeture de 2 minutes par candidat. Alors, toujours en respectant l'ordre que je vous ai donné un peu plus tôt. Sans plus tarder, on peut commencer avec les mots de chacun des candidats. Alors, Oriana Ngambirano. Merci. Bonjour, mon nom est Oriana Ngambirano. Je suis le nom qui est au numéro 9 sur votre bulletin de vote. J'ai 36 ans. Je suis la maman d'une jeune fille qui est ici avec moi, Leila. Merci. Je suis francophone de Montréal où j'ai étudié en communication politique et en administration. Je vis à Ottawa-Vanier depuis à peu près 3 ans. Je siège au Conseil des parents de La Salle depuis 3 ans également. Je suis la présidente de la Coalition des transports en commun, des transports simples, désolée, à Ottawa. Une chose dont je suis fière d'avoir amené à Ottawa-Vanier, ainsi que dans toute la communauté de la ville d'Ottawa, c'est l'organe de défense des droits des usagers du transport en commun. Vous n'êtes pas sans savoir tous les problèmes que nous avons en ce moment au niveau du transport en commun. Et je vous invite à rejoindre le groupe pour avoir plus de voix et pour se faire entendre. J'aimerais vous dire pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis principalement ici parce que je vois que c'est les mêmes problèmes depuis des années. C'est les mêmes questions qu'on ramène élection après élection. Et ce qui nous a manqué, c'est la volonté politique de mettre des solutions en place et également ce qui détruit nos communautés, c'est la partisanerie. Je peux vous assurer que tous ceux qui ont dit que le Parti vert s'occupait uniquement de l'environnement ont raison, mais l'environnement comprend également les gens. Ce soir, j'aimerais vous démontrer les valeurs que nous partageons tous au Parti vert, globalement. La démocratie participative, la non-violence, le respect de la diversité, le savoir écologique, la justice sociale et le dernier et non le moindre que je préfère, c'est la durabilité, et ce, après l'élection, au-delà de moi. J'aimerais également vous nommer ce qu'on appelle en fait l'économie verte. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une économie verte? Nous, on voit ça comme une économie qui mesure le bien-être comme un signe de progrès, qui rejette les valeurs de surconsommation, qui parle d'énergie renouvelable et d'une génération sans déchets, qui parle de sécurité alimentaire et de revenus garantis, de logements abordables, d'un système universel de médicaments, de garderies et également une éducation gratuite postsecondaire. C'est une économie qui protège les minorités, qui assure l'équité des genres, la résilience climatique et une taxation équitable. Je vous remercie et j'espère vous démontrer ça durant ce débat. Merci, Madame Ngambirano. Maintenant, Mona Fortier pour le Parti libéral. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, j'aimerais d'abord reconnaître que nous sommes ici sur le territoire de la nation Algonquine-Anishinaabe. Et Ottawa-Vanier, c'est chez moi. C'est où je vis avec mes 3 enfants. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu le privilège de travailler au Collège La Cité et de diriger ma propre entreprise.
mon engagement dans la communauté comme bénévole de nombreux conseils d'administration comme l'Hôpital Montfort, les nombreuses associations franco-ontariennes, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et aussi ma participation au Comité consultatif provincial aux affaires francophones et ainsi le SANCHA ne sont que quelques-unes de mes implications qui font en sorte que je connais bien la communauté. En effet, j'ai toujours cru bon que mon implication au service de la communauté passait par l'action. Je ne suis pas du genre à me contenter d'observer, car c'est en s'engageant qu'on peut faire bouger les choses. Je sais comment travailler en équipe pour rassembler les gens autour d'une cause commune. Au fil des ans, j'ai appris à connaître les rouages de la politique et de l'appareil gouvernemental et j'ai pu tisser des liens solides avec des intervenants de la communauté et des intervenants politiques. La force d'Ottawa-Vanier, c'est notre diversité, représentative du tissu social canadien. Ce sont ces multiples voix qui m'inspirent et qui inspirent les positions que je défends tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chambre des communes. Depuis le début de mon mandat, je suis fière d'avoir fait avancer plusieurs dossiers. Entre autres, j'ai collaboré avec Nathalie Desrosiers et le groupe Ottawa-Ville bilingue pour adopter en décembre 2017 un projet de loi provincial reconnaissant le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa. Je suis aussi collaboré avec l'ACFO pour le projet Ottawa bilingue Avançons ensemble. Alors, l'ACFO d'Ottawa va pouvoir appuyer des entreprises et des organismes qui financent des projets pour la vitalité économique, linguistique et culturelle de la capitale nationale. En tant que députée réélue, mes priorités seront de rendre la vie plus abordable pour les résidents, protéger notre environnement et mettre des mesures pour contrer les changements climatiques, aider nos entreprises locales à prospérer, protéger et promouvoir les langues officielles. Alors, vous savez tous que le 21 octobre, nous aurons tous un choix important à faire, soit de revenir aux années Harper ou choisir d'avancer et tirer parti des progrès que nous avons réalisés ensemble au cours des 4 dernières années. Nous, j'espère qu'on choisit d'avancer en misant sur les Canadiens et Canadiennes grâce à notre plan ciblé, mesuré et financièrement responsable. Merci, miigwech. Merci, Mme Fortier. Maintenant, au tour du candidat du Parti conservateur, Joël Bernard. Merci tout le monde. Merci premièrement pour l'invitation. Et moi, c'est ça, Joël Bernard. Je travaille sur la colline parlementaire depuis 2006. Je suis l'ancien conseiller politique du ministre de la Francophonie internationale. J'ai eu la chance de travailler avec Mauril sur la campagne de Michaël Jean au poste de la francophonie pour son élection. Ça a été beaucoup de fun. Oui, je suis un Acadien. J'ai grandi en Acadie. Et je peux vous dire, au Nouveau-Brunswick, il y a une région qui s'appelle le Triangle d'Or. Et le Triangle d'Or, les gouvernements, au fil des années, ont investi beaucoup d'argent dans ces 3 régions-là, Fredericton, Saint John, je devrais dire, et Moncton. Et avec tous ces investissements-là, il y a eu beaucoup de croissance économique. Et avec la croissance économique, il y a eu encore plus de besoin de dépenser de l'argent sur les infrastructures. Et dans le Nord, là où les Acadiens sont, il n'y avait pas beaucoup de croissance économique et les gouvernements disaient souvent on ne peut pas justifier des grands investissements dans le Nord parce qu'il n'y a pas de population. Alors, si vous regardez à la situation de Vanier, Ottawa-Vanier, comparez-les à toutes les régions autour de nous, je n'ai pas besoin de vous convaincre que Ottawa-Vanier a été négligé par les 3 paliers de gouvernement. Depuis 1936, Mme Fortier parlait des années Harper. Moi, je vais vous parler de 1936 à 2019, les années des libéraux. Et ici, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de conservateurs. Correct. Mais on a été négligés. On a été négligés, les francophones ont été négligés. Et durant les campagnes électorales, il y a beaucoup de beaux discours. Mais après les élections, on oublie. Et je vais féliciter Mme Fortier pour certains organismes francophones ont eu des fonds cette année, durant les 2 dernières années. Mais moi, je vous lance un défi. C'est quoi vos gros rêves pour la francophonie ici? Est-ce que c'est seulement pour avoir des budgets, encore une fois, je félicite pour les organismes francophones, ou est-ce qu'on veut aller plus loin?
C'est quoi le rêve que vous avez? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, je m'engage avec vous pour les grands projets. J'ai travaillé là avec la francophonie internationale. Je peux vous dire qu'il y a de l'argent qui vient de partout. On peut avoir notre part, on peut avoir notre morceau de tarte. Merci, madame et messieurs. Merci, Joël Bernard. Maintenant, la candidate du nouveau Parti démocratique, Stéphanie Mercier. Merci beaucoup, puis merci pour la chance de m'avoir laissé participer à ce beau débat. Un grand merci à vous tous de vous être joints à nous ce soir. Mon nom, c'est Stéphanie Mercier. J'ai grandi dans une ville du nord de l'Ontario qui s'appelle Smooth Rock Falls. C'est environ 9 heures d'ici, un village d'environ 1000 habitants. Mes grands-parents, mes grands-pères, c'était des bûcherons du Nord. Mon père, c'est un enseignant. Ma mère, c'est une travailleuse sociale. Je suis une franco-ontarienne qui a été élevée fière de sa francophonie. Je suis une infirmière à l'hôpital Montfort depuis maintenant 3 ans. Je suis une organisatrice communautaire. Je suis un athlète universitaire qui a représenté l'université de notre circonscription au niveau national dans le programme de rugby et hockey féminin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'étudier dans le programme de droit francophone à l'Université d'Ottawa. Je ne suis pas quelqu'un qui est censé de se présenter aux élections. Les femmes comme moi ne sont pas supposées d'être politiciennes. Je ne suis pas de donateur prospère. Je n'ai pas de connexion avec des corporations riches. Je n'ai pas d'expérience tant politique, mais j'ai des expériences de vie. J'ai des bonnes valeurs. Puis je pense que j'ai le courage de faire la politique de façon différente. Si on veut des résultats différents, il faut faire des choix différents. Temps est venu pour un Canada où on investit dans nos gens. Je crois à un avenir où les soins de santé nous couvrent de la tête aux pieds, où on se bat contre la crise climatique comme qu'on veut gagner. Un avenir où le gouvernement a la réconciliation au cœur de nos décisions. Un avenir où des logements abordables puis une vie abordable, c'est possible. Imaginez un gouvernement qui travaille pour vous. Puis je pense qu'avec notre plateforme, le NPD peut vous donner exactement ça. Je me bats pour vous. Je suis ici pour vous. Merci. Merci, Madame Mercier. Alors, on va passer tout de suite à la période de questions. Les questions sont toutes préparées et les candidats auront, à tour de rôle, 90 secondes pour répondre à certaines des questions et un droit de réplique à tous les candidats de 30 secondes. Alors, je m'adresse en premier à Oriana Ngabirano et ma première question portera sur la loi sur les langues officielles. Alors, quelles actions poserez-vous pour veiller à ce que la loi sur les langues officielles soit modernisée rapidement et comment vous y prendrez-vous pour vous assurer qu'elle reflète les aspirations de la communauté? Un gouvernement vert élu va mettre en place la modernisation de la loi en décembre 2019. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis de l'avant. Et pour s'assurer qu'elle soit représentative, je pense qu'il faut comprendre que cette loi-là était là pour la promotion de la langue française et pour son épanouissement à travers le pays. Et donc, pour ça, il faut faire des investissements. Et des investissements, ce que je dis tout le temps, c'est des investissements décentralisés. La langue française, elle est parlée à travers le pays. Donc, toute personne qui parle français devrait se sentir chez lui, peu importe la ville. Donc, les mêmes services qu'on offre à Montréal en français devraient être disponibles à Ottawa en français, à Vancouver en français. J'ai parlé à des femmes francophones à Vancouver, des nouvelles immigrantes qui viennent d'avoir leur citoyenneté et qui sont allées justement chercher leur passeport pour la première fois et la barrière de la langue était un sérieux problème. Et dans une institution fédérale, de ne pas pouvoir se faire servir en français, pour moi, j'étais dépassée. Donc, notre parti s'engage à mettre cette modernisation en place à partir de décembre 2019. Merci. D'accord. Et donc, chacun des candidats adverses aura une période de 30 secondes pour répondre. Alors, la parole est à Mona Fortier. Donc là, c'est 90 secondes ou c'est 30 secondes? 30 secondes. OK, d'accord. Merci, Oriana, d'avoir mis la table. Le Parti libéral a déjà
concrétiser le fait qu'on modernisera la loi sur les langues officielles. Alors, il est très important, et je le sais, ayant participé au comité des langues officielles, d'ajouter des pouvoirs au commissaire des langues officielles. Et ça, c'est un engagement que l'on prend. De plus, Air Canada et aussi Radio-Canada, on va trouver une façon pour intégrer dans la loi et protéger que Radio-Canada et les nouvelles régionales et les postes régionaux soient dans la loi. Donc, on va s'assurer Merci, que... Madame déjà 30 Fortier. secondes. Wow. Oui, Monsieur Bernard? Oui, bonjour. Notre parti s'est déjà engagé à financer notre part pour la part du fédéral pour l'Université francophone de l'Ontario. Et aussi, comme je pense tous les partis ont fait un engagement pour mettre à jour ou moderniser la loi sur les langues officielles. Ceci étant dit, moi, je suis très intéressé à savoir c'est quoi vos projets pour ici, dans Ottawa-Vanier. Alors, on doit faire les deux. Merci. Merci. Et Madame Mercier? Merci beaucoup. Je travaille à l'hôpital Montfort, puis nous, on pratique l'offre active. Puis je peux pas vous expliquer l'importance de pouvoir exprimer nos symptômes puis nos douleurs dans la langue qu'on est confortable, au risque d'avoir un mauvais diagnostic, au risque de mal être capable de s'expliquer la douleur puis de pas avoir une bonne gestion à cause de ça. Donc, la modernisation de la loi officielle, c'est important parce que ça facilite aussi l'accès aux services en français. Une autre affaire qui est importante pour les francophones, c'est avoir accès au système de justice en français. Nos juges devraient être bilingues. Quand on explique des faits, on devrait être exact. Merci. Maintenant, la deuxième question, alors, portera sur l'Université de l'Ontario français. Alors, la question s'adresse maintenant à Mona Fortier d'abord. Comment votre parti va-t-il collaborer avec le gouvernement de l'Ontario pour rétablir un commissariat des services en français indépendant? Alors, une variante sur l'Ontario français. Premièrement, je pense que la pression qui vient des francophones à travers le pays a été marquée, surtout en Ontario, en décembre dernier, lorsqu'on a vu le jeudi noir et le fait que Doug Ford n'a pas respecté des avancées que les francophones avaient avec le commissaire au service en français. Moi, je trouve ça vraiment dommage et même c'est un incontournable d'avoir l'indépendance du commissaire au service en français. L'Université franco-ontarienne, c'est on a gagné, je pense, en travaillant avec la ministre Mulroney et la ministre Joly juste avant l'élection pour dire qu'il va y avoir, au cours des prochaines années, l'établissement de l'Université franco-ontarienne et que le gouvernement fédéral va financer les 4 premières années. Et on a ajouté une clause pour s'assurer que le gouvernement de l'Ontario soit obligé de financer les 4 prochaines années. Parce que le gouvernement de l'Ontario avait dit au départ... Et sur le commissariat au service en français? Oui, je veux juste mentionner qu'au départ, en discutant avec le gouvernement, il ne voulait pas financer les 4 premières années. Donc, nous, on s'est dit, correct, on va faire une clause pour s'assurer de financer les 4 prochaines. Au niveau du commissaire au service en français, je pense qu'avec la pression, en étant réélu, je pense qu'avec la pression, comme on a fait pour l'Université franco-ontarienne, on va pouvoir travailler avec un gouvernement provincial pour rétablir l'indépendance du commissaire au service en français. Parce que l'ombudsman n'a pas le même rôle que le commissaire avait. Merci. Alors, un droit de réplique à M. Bernard. Oui, comme j'ai dit, on s'est déjà engagé pour l'Université de l'Ontario et de moderniser la loi sur les langues officielles. Mais sous les libéraux, on a appris dans les journaux juste l'autre jour qu'ils ont coupé des fonds pour les hôpitaux qui desservent les militaires. Et j'espère que ça n'affecte pas Montfort. Aussi, ils ont coupé les services ou la formation bilingue de la GRC, excusez-moi, la formation francophone. Alors, je ne pense pas que c'était... c'est pas faux, c'est très, très vrai. D'accord. Alors, Madame Mercier, maintenant? Je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi en Ontario, on n'a pas déjà une université francophone, alors qu'au Québec, c'est majoritairement francophone, on a déjà des universités anglophones comme McGill. C'est discriminatoire. On devrait avoir le droit à l'accès à l'éducation dans notre province de choix. Puis c'est pas juste ça, c'est quand moi je vais à l'Université d'Ottawa qui est bilingue, j'ai des choix limités comparés à mes confrères et mes consoeurs qui sont dans le programme anglophone, qu'eux, ils ont plein de diversité de choix. Donc moi, je pense que l'Université en Ontario, il faut vraiment, vraiment faire plaider en faveur puis essayer de pousser pour ce commitment-là.
Merci. Et Mme Ngabirano? Pour ce qui est de l'Université francophone, nous allons continuer le financement qui a déjà été annoncé. La collaboration, c'est un mot qui est très important pour le Parti vert. La collaboration, non l'intimidation. Nous sommes là pour des solutions, donc peu importe qui est en poste, nous allons faire passer le message. Vous avez deux beaux exemples de gains du Parti vert, la définition inclusive du mariage et la légalisation du cannabis. Merci. Maintenant, sur les services en français. Alors, la question s'adresse d'abord à M. Bernard. Alors, comment et par quels moyens allez-vous promouvoir le bilinguisme et l'accès aux services en français dans la circonscription d'Ottawa-Vanier? Parfait, merci pour la question. Je suis convaincu que quand on va moderniser la loi sur les langues officielles, ça va avoir des répercussions positives. Ça va avoir un effet très positif sur les services, non seulement au Canada, mais dans la circonscription. Dans notre circonscription, quand on parle de protéger la francophonie ou d'appuyer la francophonie, vous avez une situation où le maire Watson est en train d'imposer aux francophones dans Ottawa-Vanier un hébergement pour les sans-abri et contre le désir des francophones. Et Mme Fortier a écrit une lettre, moi j'ai écrit une lettre, mais je peux vous dire que les Watson de ce monde se foutent carrément de les Fortier et des Bernard. Alors, on parle des services, mais commençons par l'appui aux francophones et de respecter le désir des francophones. Et moi, ça que je vous dis, c'est qu'il faut dénoncer les actions de la municipalité. L'appui aux francophones, c'est au quotidien. Ce n'est pas durant les campagnes électorales seulement. C'est tout le temps. Ce n'est pas seulement à l'échelle nationale, mais c'est aussi ici dans Ottawa-Vanier. Merci. Merci. Un droit de réplique à Stéphanie Mercier. À Ottawa-Vanier, 30 % de notre circonscription est francophone. Donc, c'est un gros nombre. Puis, oui, la loi sur la modernisation des langues officielles, c'est important. Il faut le faire. Ça va faciliter les services et l'accès aux services en français. L'autre chose qu'on peut faire en tant que député, il faut faire de l'advocacy pour notre langue. C'est important. On a une grande voix à apporter au Parlement, puis c'est important de plaider en faveur des services en français, des lois, puis toutes les décisions qui touchent les francophones. Puis il faut aussi consulter la communauté. Merci. Madame Ngabirano. Je pense qu'il y a quelque chose de concret qu'on peut faire, dont travailler avec les associations de commerçants et donner des fonds pour la traduction. Une des premières barrières des gens lorsqu'ils veulent communiquer dans les deux langues, même les entreprises privées, c'est souvent la traduction, les services de traduction qui coûtent très cher. Et je pense qu'un gouvernement fédéral pourrait mettre ça en place comme un fonds de financement des entreprises, pour les entreprises, si elles veulent s'impliquer dans les deux langues, surtout dans des communautés comme Vanier. Merci. Et Madame Fortier. Merci. Alors moi, comme j'espère députée d'Ottawa-Vanier, je veux mettre en place dans la loi sur les langues officielles une clause qui va faire en sorte qu'on va pouvoir protéger notre capitale nationale, dont Ottawa-Vanier fait partie. Donc, j'aimerais intégrer dans la loi sur les langues officielles une façon de s'assurer qu'on protège que la capitale nationale soit officiellement bilingue. Je ne peux pas croire, elle l'est déjà au niveau de la ville, au niveau de la province, mais même dans la loi, ce serait une autre façon de protéger et de s'assurer qu'on ait une mesure positive. L'autre élément, c'est qu'il faut qu'on parle d'offres actives. Merci. Alors, je vais continuer là-dessus. Alors, la prochaine question s'adressera à Madame Mercier. Les médias communautaires francophones sont très affectés par la crise des médias. Quelle sera votre implication et quelles seront vos stratégies pour la sauvegarde du quotidien Le Droit, particulièrement, et des médias communautaires dans l'ensemble de la francophonie canadienne? Oui. Puis les arts et cultures aussi, les nouvelles, puis toutes ces affaires-là, la publicité qu'on voit, c'est très, très important. Le monde doit savoir ce qui se passe dans notre communauté. Puis je pense que en rendant le Canada plus dynamique avec l'art et la culture, c'est quelque chose d'important pour le Canada. Il faut aussi faire sûr qu'on rend nos collectivités plus dynamiques dans les arts et cultures. Il faut promouvoir, il faut faire sûr que sur des affaires comme Netflix,
que les sites soient bilingues, pas juste anglais. Il doit y avoir aussi des choix en français. Les médias sociaux comme Radio-Canada et CBC, on doit investir là-dedans, le rendre plus accessible au public. Parfait, merci. Le droit de réplique va à Mme Ngabirano. OK. Les médias francophones, comme vous dites, sont sont en crise et il y a un problème de financement qui en découle. Il y a également un problème que les jeunes nous ont parlé ce matin à Samuel Genet. Ils ne regardent plus ou ne lisent plus ces médias-là. Ils leur ressemblent plus. C'est plus Netflix, YouTube qui leur ressemble. Donc, je pense qu'il faut augmenter le financement et aussi les ressources afin que ces médias-là puissent continuer à représenter la diversité nouvelle du Canada. Merci. Madame Fortier? Alors, le gouvernement fédéral, évidemment, a un rôle à jouer pour appuyer le journalisme indépendant, mais surtout pour appuyer, par exemple, dans Ottawa-Vanier, Unique FM, le quotidien Le Droit, Radio-Canada. Puis je pense qu'en travaillant avec, entre autres, Le Droit présentement pour voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que le droit se poursuive, parce que ça fait plus de 100 ans que le droit existe en Ontario français, puis c'est notre miroir. C'est comme ça qu'on peut se voir, qu'on peut se lire. Moi, je m'engage à travailler avec les quotidiens pour trouver une solution. Merci. Et M. Bernard? Cette crise est une crise internationale, ça se passe un peu partout. Et moi, j'ai un ami qui travaille pour Le Droit. Je peux vous dire que c'est un très bon journaliste. Et le journal Le Droit, la haute qualité, comme vous le savez tous. Alors moi, je propose, oui, on doit les appuyer, mais il faut aller chercher les meilleures pratiques internationales parce que c'est pas juste au Canada que ça se passe partout. Et comme Oriana disait, les jeunes vont dans différentes directions. De quelle façon on peut les rapporter aux journaux, les médias, comme qu'on faisait dans le passé quand on lisait les journaux? Il faut aller chercher les meilleures pratiques internationales. Merci. Parfait. Merci. Maintenant, la prochaine question portera sur la question de l'immigration. Alors, elle s'adressera à Stéphanie Mercier. Quelles mesures prévoyez-vous pour aider à l'intégration des nouveaux immigrants francophones dans votre circonscription? Absolument. Donc, la diversité du Canada puis le multiculturalisme, c'est ce qui fait du Canada un pays fort puis un pays si beau. Puis je pense que c'est important d'aider nos nouveaux arrivés au Canada en leur donnant les ressources possibles pour qu'ils puissent prospérer dans la communauté. Il faut aussi améliorer leurs foreign credentials, leur crédit comme quand ils sont dans un autre pays. Leur éducation devrait compter aussi au Canada. Ça peut contribuer à notre économie. Une autre affaire qu'il faut faire, c'est améliorer la réunification familiale à partir aussi des grands-parents. Faut vraiment, il y a vraiment une grande liste d'attentes. Il faut aussi travailler dans le système pour aider à diminuer ça. Je pense vraiment qu'en améliorant, en donnant des ressources à nos nouveaux arrivés, ils ont le talent nécessaire pour contribuer à notre économie. Puis c'est ce qui fait de notre pays si beau. Merci. Merci. Alors, le droit de réplique à M. Bernard. Oui, nous, on s'est engagés à la réunification des nouveaux arrivants. C'est très important. Quand quelqu'un veut venir au Canada, une fois arrivé, la prochaine étape pour plusieurs d'entre eux, c'est de parrainer quelqu'un. Alors, il faut les aider. C'est très important de réunir la famille. L'autre chose, c'est que vous voyez que ceux qui sont déjà arrivés, on a été promis des cours de langue qui pour plusieurs n'ont pas reçu, et les banques alimentaires sont débordées. Alors oui, c'est un problème criant et les gouvernements de 3 paliers doivent s'y attaquer. Merci. Mona Fortier. Alors, une grande mesure qui a été annoncée dans le plan d'action sur les langues officielles, c'est la stratégie d'immigration francophone où on s'est doté d'un pourcentage de 4,4 % d'accueil de francophones dans nos régions. Puis moi, je veux continuer à travailler sur cet investissement de 40 millions de dollars pour pouvoir s'assurer qu'on ait les bons outils et les bons partenaires pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants et aussi identifier au niveau de l'emploi, au niveau des lieux de fréquentation où ils peuvent vivre. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur ce qui se passe présentement. Merci. Madame Ngabirano.
On nous a dit dans les débats publics que le nombre d'immigrants était le problème. C'est pas ça. Le problème en ce moment, c'est l'accueil, donc l'intégration des nouveaux arrivants. Et l'intégration passe toujours et d'abord par la langue. Et ça, c'est une barrière qu'il nous faut enlever en ce moment. Donc, ce que nous proposons, c'est d'offrir des cours en français et en anglais à travers le pays de façon gratuite. Merci. Maintenant, je vais avoir une question bonus pour vous. Et la question s'adressera à M. Bernard d'abord. Alors, le taux de 4,4 dont parlait Mona Fortier est exact, mais les gouvernements ne réussissent pas à l'atteindre, le 4,4 Comment est-ce qu'on peut stimuler l'immigration francophone pour atteindre 4,4 Mon expérience de travail est que partout au Canada, il y a des pénuries d'employés partout au Canada. Il y a des entreprises qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent. Très facile, excusez-moi, c'est pas très facile, mais le but est facile. C'est que le gouvernement, en bon français, il y a beaucoup de red tape. OK? Et il y a beaucoup d'entreprises qui crient pour avoir des employés, mais les demandes, les applications à travers l'immigration au Canada sont très compliquées, prennent beaucoup de temps, et ça doit être raccourci, le processus doit être raccourci pour aider les entreprises. Non seulement que ces gens-là pourraient venir ici au Canada, mais travailler tout de suite, à place de faire des jobs au salaire minimum. Vous savez que les nouveaux Canadiens travaillent en majorité au salaire minimum. Et c'est des gens souvent qui ont une éducation. J'en connais un très cher ami qui a un bac et il travaille au McDo. C'est pas juste. Alors, on doit faire tout ce qu'on peut pour ces gens-là et les compagnies, l'industrie canadienne, partout au pays, que ce soit le Québec ou dans l'Ouest, il y a des emplois, mais souvent, moi, j'ai visité beaucoup d'entreprises avec mon patron qui est député du Québec et je peux vous dire que le message était pareil partout, c'est que les compagnies font des demandes, mais le gouvernement réagit très lentement. D'accord. Alors, la réplique à Mme Fortier. Et en 30 secondes. La stratégie d'immigration francophone, je reviens à cette stratégie qui a été lancée l'année dernière et on a compris qu'il fallait le faire par et pour les francophones. Alors, en travaillant avec les organismes des prestations de services sur le terrain, on a identifié ensemble comment s'assurer de répondre aux besoins et aux demandes qu'il y avait dans les communautés. Puis là, je ne parle pas juste à Ottawa, mais même les communautés accueillantes comme Cornwall et Hawkesbury qui cherchent des employés de qualité et avec de l'expérience. Donc, on a une solution là. C'est en 30 secondes. Oui. Alors, Mme Gabirano. Je pense qu'on parle beaucoup de la demande, là, mais l'offre, quelle est l'offre pour ces immigrants? Je pense qu'on se focus sur l'extérieur et on doit penser à l'accueil et l'accès aux services. Pourquoi est-ce que des gens choisissent une province comme le Québec ou une autre province ou vont à Vancouver et pas en Ontario? Je pense que c'est des questions qu'on aurait dû se poser avant d'essayer de mettre des solutions en place. Je pense également qu'il y a un manque de services, comme vous dites à Cornwall, en ce moment, pour que des immigrants veuillent y aller. Merci. Et Mme Mercier du NPD? Une fois qu'on arrive au Canada, qu'est-ce qui se passe après? La vie n'est pas abordable à Ottawa-Vanier. Fait que même si qu'on arrive ici, on est nouveau arrivant, puis en plus, la vie coûte cher. Il faut rendre la vie plus abordable. Il faut offrir des logements abordables. Il faut offrir des soins de garde à nos membres de notre communauté. Il faut avoir une stratégie nationale de sécurité alimentaire. Des services comme ça aide tout le monde à prospérer, surtout des nouveaux arrivants. Il faut aussi leur donner des ressources puis les aider. Parce que quand on aide les gens, ils prospèrent. Merci. Maintenant, sur la question du logement, justement. Alors, plusieurs ménages ont du mal à gérer leur budget à cause des loyers élevés et des personnes tombent malades à cause de mauvaises conditions de logement. Alors, que ferez-vous pour veiller à ce que le logement reste abordable et accessible à Ottawa-Vanier? Et la question s'adressera à Mona Fortier du Parti libéral.
Merci. Alors, on sait qu'il y a une stratégie nationale du logement qui a été lancée par le gouvernement libéral le 27 novembre en 2018. Et on a un plan de 10 ans pour pouvoir mettre nos investissements vers du logement abordable, l'augmentation d'espace et d'unités à travers le pays. À Ottawa-Vanier, on sait très bien, ou dans la région de la Capitale-Nationale, je devrais dire, on sait très bien qu'il y a une liste d'attente de plus de 10 000 personnes qui attendent du logement abordable. Donc, cette stratégie de logement a pour but, justement, à aider à aller chercher ces unités qui sont absentes présentement. Et en travaillant avec la municipalité, qui fait demande au fédéral pour avoir des investissements, on va pouvoir travailler ensemble pour réduire le nombre de listes d'attente qu'on a. Ça va prendre du temps, mais on a les ressources et on a déjà commencé. Il y a aussi le problème d'itinérance. Je voudrais donner 2 exemples concrets qui se passent, que, selon moi, qui est gagnant. Puis c'est au niveau de ce que les Bergers de l'Espoir font au coin de Langs et le chemin Montréal. Il va y avoir 42 unités qui est avec un modèle de logement d'abord qui va aider des personnes en situation d'itinérance à pouvoir avoir des services et un logement abordable et ça va pouvoir l'aider à se sortir de sa situation. Donc, on veut d'autres projets comme ça. Merci. Le droit de réplique à Mme Gabirano. Je vous dirais que c'est pas les ménages qui ont du mal à gérer le budget. En fait, c'est les revenus qui suivent pas le coût de la vie en ce moment. Donc, ce que nous, on veut mettre en place, c'est un revenu minimum garanti. Ça, c'est la première chose. Les autres sont directement liés au logement. Légiférer le droit au logement. Instaurer un pourcentage de logements abordables sociaux dans les constructions privées. Et un autre très important au niveau national, c'est recentrer le mandat de la Société canadienne d'hypothèques et logements pour qu'elle s'occupe de développer des logements abordables. Parfait. Madame Mercier? Oui, merci. Donc, nous, on a une stratégie de logement. On veut vraiment être une stratégie de logement d'abord. On veut créer 500 000 unités de logement abordables d'ici le prochain 10 ans pour que les gens puissent avoir un toit par-dessus leur tête. C'est un droit humain fondamental, avoir un logement sur la tête. Comment, en sécurité, est-ce qu'on se sent quand on arrive chez nous le soir? Tout le monde devrait avoir accès à ça. Qui qu'on oublie dans cette équation-là, c'est les peuples autochtones. On oublie que ces peuples autochtones-là, sur réserve, ont un taux de pauvreté de 50 % et n'ont pas de logement. C'est infesté de moisissures. Il faut prendre soin de ces communautés-là aussi. Merci. Et maintenant, M. Bernard. Merci beaucoup. Présentement, il y a 2 milliards de dollars qui est dépensé tous les années par le gouvernement fédéral. C'est le même nombre, le même chiffre qu'il y avait sous Harper, qui existe maintenant. Et 2 choses qu'on propose pour améliorer la situation. Premièrement, pour les logements abordables, le fédéral doit travailler avec les provinces et les municipalités pour voir de renouveler le financement. Ça, c'est une chose. Aussi, on veut assouplir le test pour la qualification des hypothèques. Alors, quand quelqu'un applique... Bon, j'ai déjà fini. Oui, mais... Alors, la prochaine question s'adressera, et corollaire à la question du logement, c'est la question de SOS Vanier et le projet de construction d'un nouveau centre par l'Armée du Salut au 333 chemin Montréal. Alors, quelle est votre position là-dessus? Et la question s'adresse d'abord à Mme Oriana Gabirano. Je pense que ce processus-là est un processus qui a manqué de beaucoup de respect aux résidents de Vanier. Je pense que c'est un processus où on a écouté une organisation charitable et qu'on n'a pas écouté les résidents ni les personnes qui sont censées recevoir ces services-là. Les abris temporaires pour les personnes en situation d'itinérance ne sont pas une solution. On vient d'en parler. On parle d'une solution permanente qui est l'approche du logement d'abord. Et je pense que
Une chose très importante que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, c'est le revenu. La pauvreté, c'est la source première de l'itinérance, c'est la source première du crime, c'est la source première des problèmes de santé, c'est la source première du manque d'éducation. Donc, c'est la chose qu'on doit adresser en premier et nous, on vous propose le revenu minimum garanti. Au-delà de ça, sur ce sujet particulier, ce que j'aimerais voir, c'est que ces organismes charitables s'inscrivent dans la solution en nous présentant une proposition de sortie de crise. Parce qu'en ce moment, on parle toujours d'urgence, mais on ne parle pas de la solution. Donc, on vient de célébrer la journée, c'est la journée internationale de l'itinérance. C'est pas une fête. Je comprends pas pourquoi on s'assoit à chaque année pour discuter du même problème. Merci. Le droit de réplique à Stéphanie Mercier du NPD. Oui, le projet de l'Armée du Salut, écoute, nous autres, on est contre. Ça déconnecte les gens, où qu'ils veulent le placer, ça déconnecte les gens des services qui ont besoin downtown. On a besoin d'une stratégie de logement d'abord, puis il faut investir dans des solutions permanentes et solides, pas dans une solution... On ne peut pas juste mettre un pansement sur une population en besoin. Ils ont besoin des logements. Merci. La parole est à M. Bernard. J'ai écrit une lettre au maire Watson avec 2 conditions pour l'appui de ce projet. Le premier, c'est que les autres communautés autour d'Ottawa fassent partie de la solution. Sans ça, on ne veut rien savoir. Et à la fin de la journée, c'est très possible que la municipalité peut s'imposer sur les gens d'Ottawa-Vanier, mais c'est un risque pour le maire d'Ottawa. Et je le conseille fortement de faire demi-tour sur cette aventure insensée. Merci. Et Mme Fortier? Alors, dès le jour 1 qu'on a vu cette proposition de projet, je suis sortie pour dire que j'étais contre et je le suis toujours parce que le modèle n'a pas changé. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut un projet qui est un modèle de logement d'abord et il n'est pas possible de mettre dans aucune communauté, non seulement Vanier, mais personne ne devrait avoir un méga-centre de refuge de 350 lits. Alors, je pense qu'il faut, premièrement, travailler avec... puis SOS Vanier va aller devant les tribunaux en janvier, maintenant. Merci, merci. 30 secondes. Oui, 30 secondes, c'est difficile. Hein? Alors, Mme Ngabirano a parlé du revenu minimum garanti, qui était à l'essai en Ontario avant sa défaite électorale l'année dernière. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez plus précisément de ce revenu minimum garanti. Et la question ira à Mme Stéphanie Mercier. Écoutez, le parti NPD veut rendre le salaire minimum à 15 par heure. Puis on veut investir... Tu sais, c'est pas normal qu'au Canada, les gens doivent encore choisir entre payer pour leurs médicaments, leur logement ou les soins de garde. C'est pas correct. Puis c'est pas juste d'élever le salaire minimum puis d'assurer un meilleur revenu. C'est aussi spécifiquement sur le revenu minimum garanti. Oui, puis oui, moi, je pense que c'est aussi de donner des services abordables aux gens. C'est de rendre la vie abordable avec des services comme le logement abordable, avec un système de soins universel qui fait en sorte que les gens sont couverts avec des médicaments, des soins et de soutien dans la santé mentale, des soins de garde qu'il faut investir aussi pour les gens. On vit dans un des pays avec le plus haut prix sur les soins de garde. C'est pas correct au Canada. Il faut aider les gens sur des services et puis aussi, oui, sur le salaire. Oui. Alors, je comprends que vous êtes contre. Je suis pas contre, pas pour. Je fais juste dire, nous, on croit que nos priorités sont sur élever le salaire minimum. On veut aussi offrir des services aux gens pour les aider à prospérer dans la communauté. Parfait. Merci. Monsieur Bernard? Il faut faire attention. Vous savez, vous avez déjà vu, avec l'augmentation, je pense que c'est 13-14 il y a beaucoup d'entreprises qui s'en vont avec la technologie. Vous allez au McDo, vous ne parlez plus à personne, vous commandez sans avoir parlé à quelqu'un. Alors, il va y avoir des emplois de perdus avec ça. Mais je suis d'accord avec le salaire minimum. Mais les gens veulent avoir des vrais emplois. Et moi, j'ai un projet que je veux apporter à Ottawa-Vanier, c'est d'apporter des usines militaires. Merci. D'accord, merci. Alors, Mme Fortier?
Merci. Alors, nous, le gouvernement libéral, on s'engage à monter le salaire minimum à 15 de l'heure pour les emplois fédéraux. C'est quelque chose qui n'est pas établi présentement, puis c'est une mesure concrète qu'on va aller de l'avant avec. De plus, on a, dès l'an 2015, coupé les impôts de la classe moyenne et on a augmenté les impôts pour les 1 % les plus nantis. Dans un prochain terme, on va continuer à baisser les impôts de la classe moyenne. Je ne peux pas parler plus, c'est fini. Parfait, merci. Et Mme Ngabirano? La pauvreté nous coûte 38 milliards par année en Ontario, en opportunités perdues. 40 % des enfants dans la basse ville vivent sous le seuil de la pauvreté. Je demande aux autres candidats de respecter les concitoyens et de répondre à la question. Parfait. Merci. La prochaine question portera sur les infrastructures. Alors, la question est vaste. Quels sont vos plans pour investir dans les infrastructures locales et répondre aux besoins de la communauté? Et la question s'adresse à M. Joël Bernard du Parti conservateur. Merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, il y a des investissements qui se passent. Je n'ai pas besoin de vous le convaincre. Si vous regardez à l'ouest d'Ottawa, et si vous avez voyagé un peu à travers le Canada, vous voyez qu'il y a certains coins qui sont très bien. Il y a beaucoup de croissance économique. Et on regarde à Ottawa-Vanier et, encore une fois, les 3 paliers de gouvernement nous ont laissé tomber. Et ça dure depuis longtemps. Et vous avez seulement à regarder au service à la pauvreté et le manque d'opportunités. C'est où la croissance économique? Alors, pour dépenser de l'argent sur les infrastructures, pour trouver des investissements, la première chose que les gouvernements vont dire, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Bien, oui, il y a un besoin, mais il faut que Ottawa-Vanier devienne une priorité. Et on a un maire qui est libéral, on a un député provincial libéral, on a des conseillers municipaux libéraux et on a un député fédéral libéral depuis 1936. Alors, écoutez, c'est où les investissements? Quand que je vois des investissements dans l'ouest d'Ottawa, je vois des investissements partout à Toronto et les autres centres-villes, mais ici, si vous comparez Ottawa-Vanier avec Westboro, la même distance. Entre le centre-ville Westboro ou Vanier au centre-ville, c'est la même distance. Pourquoi que les maisons et la croissance économique existent à Westboro et pas ici? Merci. Je laisse à vous. Merci. Le droit de réplique ira à Mona Fortier d'abord. En 30 secondes, je vais dire que, drôlement, la municipalité, la Ville d'Ottawa a soumis une série de projets d'infrastructure au cours de la dernière année. Et malheureusement, Doug Ford a choisi de ne pas aller de l'avant. Et nous, le gouvernement fédéral, on avait mis de l'argent avec le Fonds d'infrastructure pour aller de l'avant. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on puisse avancer avec des projets d'infrastructure. La Ville avait identifié plusieurs systèmes d'égouts qui devaient être réparés, des investissements au niveau d'infrastructures de route, et on ne les a pas pris parce que M. Ford a choisi de ne pas aller de l'avant avec. Merci. Et d'autres répliques à Mme Ngabirano? Oui, puisque ce n'est pas précisé, je vais passer au transport. Les investissements que nous voulons faire, c'est l'infrastructure. Oui, les infrastructures, oui. OK, d'accord. Okay. Allez-y. Oui, c'est une forme d'infrastructure, le transport. Oui. Donc, nous voulons transférer aux municipalités les fonds pour développer le transport actif. Donc avec la CNN également, faire des fonds pour le transport ferroviaire, pour diminuer la circulation des camions. Notre objectif est encore la durabilité. Donc, on regarde tout ce qui est au niveau du transport sain. Merci. D'accord, merci. Et Mme Mercier? Puis je pense qu'il y a un grand besoin à Ottawa-Vanier d'investir dans notre infrastructure. On est aussi dans une grande crise climatique. Donc, pourquoi pas investir dans de l'infrastructure en lien avec la lutte contre la crise climatique? En faisant ça, on crée non seulement des emplois, mais on lutte contre la crise climatique. Puis qu'est-ce que je vous propose, c'est un système de transit électrifié d'ici 2030. C'est favoriser le transport actif, puis c'est investir dans ce type d'infrastructure-là. Non seulement ça va aussi ôter plus le trafic sur la route, mais ça va lutter contre le changement climatique. Merci. Alors, je vais vous en donner un projet d'infrastructure dans la région, le projet des riverains.
Alors, le projet immobilier qui prévoit des milliers de logements dans l'est d'Ottawa. Alors, quelle est votre lecture de ce projet-là? Alors, la question s'adresse à Mona Fortier. Bien, c'est une très grande question et on sait que depuis plus de 7 ans, ce projet est en développement et la construction de la phase 1 et 2 est déjà terminée. Même qu'on sait quels plans vont avoir lieu. Donc, au cours des 10 prochaines années, il va y avoir des écoles qui vont être construites. Je sais qu'il va y en avoir 3. Il va y avoir des sentiers, des parcs et d'autres maisons et des unités locatives mixtes. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des investissements qui vont être faits pour bâtir des unités avec une possibilité d'avoir du logement abordable. C'est une communauté qui a été pensée par les gens de la région, qui ont été pensés au cours de toutes ces années-là, et cette communauté va pouvoir continuer à prospérer. Moi, je pense aussi qu'il y a des projets comme la Maison pour les vétérans qui a été annoncée cet été, qui est un projet très important parce que ça va aider des vétérans qui sont dans une situation d'itinérance de pouvoir vivre dans cette communauté. Il va y avoir, si je ne me trompe pas, 22 unités avec des services d'appui pour permettre à ces gens-là de pouvoir être dans une communauté entourée de d'autres communautés aussi diverses. Donc, je pense que c'est un projet qui est très bien planifié, puis il faut juste s'assurer qu'on continue à le suivre à mesure qu'il avance. Parfait. Madame Gambirano? Je pense que ce qu'on nomme pas présentement, c'est que les personnes qui vivent sur ce projet-là vivent plusieurs défis en ce moment avec leurs constructeurs et ils cherchent un leadership au niveau de nos élus pour les aider avec ces problèmes qu'ils ont, d'eau qui rentre dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sentent floués en ce moment par ce projet-là parce que ce qu'ils ont acheté, le plan qu'ils ont acheté, le plan vert qu'ils ont acheté n'est pas ce qui a été livré. Donc, je pense que les élus, en ce moment, devraient être en train de les supporter pour revendiquer leurs droits. Merci. Madame Mercier? Et comme Mme Fortier a dit, 7 ans, je trouve que c'est quand même assez une longue période. Mais la priorité, c'est Ottawa-Vanier. Puis je comprends pas pourquoi il faut parler ailleurs quand la priorité, c'est clairement ici. Ici, il y a des problèmes. Il y a de la pauvreté ici. Pourquoi qu'on parle ailleurs? On est député ici local. Nos causes sont prioritaires à Ottawa-Vanier. D'accord. Et M. Bernard? Amen. Oui, j'appuie les investissements à Ottawa-Vanier. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de SOS Vanier et de l'hébergement pour les sans-abri. Plusieurs des gens d'affaires, comme je disais tout à l'heure, hésitent à investir dans Ottawa-Vanier à cause de ce projet-là. Ils attendent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et on doit faire tout dans le possible pour dire au maire Watson d'oublier cette histoire-là. Merci. D'accord. Merci. Alors, la prochaine question sera un corollaire. Alors, vous avez parlé de programmes d'infrastructure. Je voulais savoir qu'est-ce qui empêche la région d'Ottawa-Vanier, la circonscription d'Ottawa-Vanier, de recevoir davantage de projets d'infrastructure. Et la question sera à Mme Oriana Gambirano du Parti vert. Je vous dirais ce que j'ai dit en introduction, la partisanerie. La partisanerie, ça a été le problème d'Ottawa-Vanier. C'est le problème d'Ottawa-Vanier aujourd'hui. Lorsqu'on travaille pour un parti et non pour les personnes qui nous ont élus, on ne peut rien faire avancer. Et c'est un problème viscéral avec les deux partis principaux parce qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est pas un problème de pouvoir, on parle de solution. Lorsqu'on se présente pour représenter une communauté, c'est parce qu'on voit des problèmes et qu'on veut amener des solutions. Mais si une fois élu, on décide qu'on ne représente qu'une partie de la population, ça ne marche pas. Et je pense que c'est ça ce qui se passe en ce moment à Ottawa-Vanier. D'accord, merci. Le droit de réplique à Mme Mercier du NPD. Je suis d'accord. Notre circonscription est libérale depuis 1936. Je pense que s'il y a des problèmes, il faut peut-être regarder qui nous représente. Monsieur Bernard? Monsieur Bernard, oui? Il faut faire attention de ne pas offenser. Oui, vous savez, depuis 1936, on l'a dit tout à l'heure, mais comme député, moi j'étais député au Nouveau-Brunswick pour un mandat. Je peux vous dire que c'était tout un apprentissage.
Il y a beaucoup de gens, quand tu es député parmi un caucus, tout le monde veut avoir sa part. Et celui qui travaille le plus fort va avoir sa part. Alors, les résultats sont là. Madame Fortier, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi au juste que vous avez fait durant les 2 dernières années? Merci, tombe bien, Madame c'est mon Fortier. tour. Oui. Écoutez, je suis un peu surprise parce que dans Ottawa-Vanier, au cours des 4 dernières années, il y a eu 3 projets d'infrastructure importants. Celui à la Cité, où le gouvernement fédéral a investi dans le projet d'excentricité. Celui, c'est un projet d'infrastructure. Celui à l'Université d'Ottawa pour le campus STEM, qui a été un succès et qui est en train vraiment d'aider les étudiants à pouvoir apprendre dans des laboratoires de haute pointe. Et tout le système d'égout qui est en train d'être changé, c'est un système d'infrastructure dont le gouvernement fédéral a investi dedans. D'accord, merci. Alors, sur la question du régime d'assurance médicaments universel, alors, j'aimerais vous entendre là-dessus et la parole est d'abord à Stéphanie Mercier du NPD. Écoutez, je travaille à l'hôpital Montfort, puis j'ai des patients qui omettent des doses d'insuline parce qu'ils ne sont pas capables de couvrir les milliers de dollars que ça coûte par année, au prix de leur vie. Un système universel de soins de santé, ce qui couvre les médicaments, c'est essentiel parce que ça sauve des vies. Puis c'est pas juste ça, ça sauve de l'argent dans vos poches, environ 500 $ par Canadien. Puis je crois que c'est un droit fondamental d'être en santé. On devrait pas être retardé dans nos paiements d'avoir de la misère à cause qu'on est malade. On devrait s'aider là-dedans. Puis je pense que le parti NPD s'est vraiment prononcé sur la question. On favorise un système universel de soins de santé, mais qui ne couvre pas seulement les médicaments, mais il nous couvre de la tête aux pieds, qui veut dire les soins dentaires, les soins de soutien de santé mentale, et puis toutes ces belles ressources-là. Parfait, merci. Alors, droit de réplique à M. Bernard. Oui, Andrew Scheer s'est assis avec, ou envoyé une lettre, je devrais dire, à les premiers ministres des provinces pour confirmer qu'on allait garder ont augmenté à tous les années de 3 les transferts et aussi de garder la formule. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il faut travailler avec les provinces parce que c'est leur territoire. Alors, le gouvernement fédéral peut aussi s'ingérer, mais il faut travailler avec tous les partenaires. Alors, avant de faire des promesses, il faut se faire certain que tous les provinces sont d'accord. D'accord, merci. Madame Fortier. Merci. Alors, le gouvernement libéral réélu mettra en œuvre un régime national d'assurance médicaments guidé par les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance médicaments, dont l'ancien docteur Eric Hoskins avait fait ses recommandations. Et c'est dans le but de pouvoir aller au niveau universel au cours des prochaines années. Et Mme Gabirano. Un gouvernement vert élu et pour un système universel de médicaments qui permettrait également d'en diminuer les coûts. D'accord. Et la question corollaire à celle-là, c'est qu'est-ce qui bloque le régime d'assurance médicaments universel? Madame Fortier, vous avez fait référence à ça va être en place éventuellement, mais qu'est-ce qui empêche la réalisation de ce projet-là? Et la question s'adresse à M. Bernard d'abord. Mais premièrement, on est au bout de 4 ans du gouvernement Trudeau. Pourquoi que ce n'est pas déjà fait dans les premiers 4 ans, si c'était vraiment important? Et l'autre chose aussi, c'est que les libéraux proposent de l'étudier, de mettre en marche le processus. Mais à la fin de la journée, vous demandez qu'est-ce qui arrête. Mais il y a plusieurs partenaires à la table. Ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral qui aura payé pour tout ça. Il y a aussi les provinces. Et dans la majorité des provinces sont très pauvres. Aller au Canada atlantique, aller dans l'Ouest, il y a beaucoup de pauvreté quand je parle de la fiscalité des gouvernements provinciaux. Alors, de dire, faire des grosses promesses à l'élection, c'est bien beau, et ça paraît très bien, surtout dans une annonce, mais quand on vient à la table avec les provinces, c'est là qu'il y a beaucoup d'hésitation de tous les gouvernements parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, on peut faire des belles promesses, mais ce n'est pas réel de dire que ça peut se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Merci. D'accord, merci. Madame Fortier?
Alors, pour répondre à la question, c'est un système qui est très complexe, hein, la santé à travers le pays. On a des provinces et on a le gouvernement fédéral qui doit travailler ensemble. On n'a même pas les mêmes formulaires dans chaque province. Donc, Dr. Hoskins a pris le temps de faire une étude pour voir comment mettre en œuvre un système universel. Et on a maintenant en main le guide, le how-to, le comment faire. On a le guide en main et le gouvernement libéral, comme j'ai dit tantôt, va commencer le processus, justement, à établir une assurance médicaments nationale. Merci. Madame Gabirano? Je crois que la raison pour laquelle c'est pas en place, c'est une mauvaise gestion de nos ressources, tout simplement. Nous avons eu une succession de gouvernements qui sont dans des solutions réactives et punitives au lieu d'être dans la prévention. D'accord. Et Madame Mercier? Je pense que ça fait depuis 1993 que les libéraux nous promettent un système de soins universel. Je pense que quand on est sur le bord des grosses corporations puis des compagnies pharmaceutiques et non sur le côté des patients, c'est exactement ça qui se passe. D'accord. Ça a besoin d'être, ça a le bénéfice d'être clair. Alors, maintenant, sur la fiscalité, en fait, sur les déficits plutôt du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral accuse des déficits de l'ordre de 20 à 30 milliards de dollars par année depuis 4 ans. Où est-ce que vous vous situez là-dessus? Et la question s'adresse d'abord à Oriana Ngabirano. Un gouvernement vert élu va atteindre un équilibre budgétaire d'ici 2024-2025. Notre plateforme est disponible en ligne avec les coûts, donc je ne compte pas vous fatiguer avec tout un calcul, c'est disponible. Merci. D'accord, merci. Madame Mercier? Le directeur parlementaire du budget a approuvé notre budget, a dit qu'il allait fonctionner dans les prochaines années. Donc, nous aussi, on est appuyés. Mais je pense que c'est aussi investir dans les gens. C'est là qu'on est gagnant. D'accord. Monsieur Bernard? Dans un temps prospère comme qu'on vit aujourd'hui et d'avoir un tel déficit, c'est incroyable. Des choses qu'on va couper comme gouvernement, je vais vous le dire tout de suite. Sous les années Trudeau, le gouvernement libéral a acheté un canard en caoutchouc pour 200 000 $. Ils ont aussi acheté un sofa rouge en cuir pour 155 000 $. Et il ne faut pas oublier quand que Justin Trudeau a porté son chef en Inde pour ses danses et ses repas. Et sa vacance de 215 000 $. Depuis quand qu'on paye les vacances d'un premier ministre, on le paye déjà assez. Merci. D'accord. Et Madame Fortier? Alors, parce que j'ai 30 secondes, je vais vous inviter à lire la plateforme libérale. À la plateforme libérale, on dit qu'on va continuer à faire avancer notre économie, mais de façon responsable. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va... On sait que le ratio de la dette du PIB, on veut qu'elle se situe à 30,9 % présentement. Nous, on va s'assurer, en étant responsable, de la garder en pente descendante. Parce que comme c'est là, c'est pas le temps de couper, c'est le temps de continuer à investir dans notre classe moyenne, dans les Canadiens et Canadiennes. Donc, on va prendre un plan responsable avec 4 principes que vous pouvez retrouver dans la plateforme. D'accord. Alors, je reviens avec ma question parce que la plupart des candidats n'y ont pas répondu de façon assez nette. Alors, comment justifier un déficit de 20 à 30 milliards alors que l'économie va bien? Alors, la question s'adresse à Mme Mercier. Mais je pense que la question devrait s'adresser à Mme Fortier. C'est eux qui sont en pouvoir comme c'est là. C'est eux qui règlent ça. Mais ils sont pas au pouvoir pour les prochaines années, là. C'est pas garanti. Mais je pense, vous parlez du déficit, pourquoi il existe en ce moment dans une économie aussi bonne. Je pense qu'il ne faut pas la poser à nous. Je ne pense pas qu'on est responsable pour ce déficit-là. Je pense qu'il faut le poser au libéral. D'accord. Parfait. Merci. Monsieur Bernard? Ça ne se justifie pas. Si les temps... Écoutez, durant les années Harper, on a eu une très grande récession. On a eu des déficits sans aucun doute. On a emprunté beaucoup d'argent. On l'admet, mais il fallait stimuler l'économie. Mais quand l'économie est déjà stimulée, qu'est-ce qu'on fait avec la carte de crédit? C'est quoi cette histoire-là? Alors, ça ne se justifie pas. D'accord, merci. Madame Fortier?
Alors, nous, notre philosophie et notre action, c'est d'avoir un plan qui est responsable et qu'on peut avoir ces 4 principes pour vraiment suivre notre économie. Si on commence à couper puis rembourser la dette, ça veut dire quoi? On freine notre économie. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut continuer à investir dans les Canadiens et Canadiennes tout en s'assurant qu'on diminue le ratio de la dette au PIB. Donc, comme je disais tantôt, on est à 30,9 % et selon selon 2023, on veut arriver à du 30,2 %, donc de diminuer la dette. D'accord. Et Mme Oriana Ngabirano du Parti vert? Au risque de me répéter, une mauvaise gestion des ressources. D'accord. Et encore là, ça a le bénéfice d'être clair. Alors, la circonscription d'Ottawa-Vanier comprend beaucoup d'aînés. Quelle mesure, s'il y a une mesure en particulier que vous devez mettre de l'avant dans Ottawa-Vanier, ce serait laquelle? Et la question s'adresse à M. Joël Bernard. Merci beaucoup. Premièrement, on a décidé qu'on allait enlever la taxe de carbone. Pourquoi? Parce que présentement, les libéraux ont mis une taxe de carbone où les plus grands pollueurs ont reçu une exemption. Alors, vous et moi, on doit payer cette taxe-là, mais ceux qui créent la vraie pollution, ils ont reçu une exemption. On va, nous, comme gouvernement, enlever la TPS sur la chaleur ou le chauffage de maison, que ce soit le gaz ou l'électricité. On va donner des crédits d'impôt pour une taxe pour tous les contribuables et les personnes âgées payent des taxes. Alors, ils vont recevoir des crédits d'impôt considérables. Et on va aussi donner des crédits pour le transport en commun. Alors, on a toutes sortes d'étapes qu'on veut ou de propositions qu'on a sur notre site Web. Je vous invite d'aller les voir. Vous allez voir que c'est très sérieux, notre affaire. D'accord. Et la question s'adressait particulièrement sur les aînés. Oui, alors, mais c'est ça, les aînés, ils vont bénéficier de tous ces coupures-là. Notre plan, c'est de rendre la vie plus abordable et ça inclut les aînés. D'accord. Et la question maintenant, le droit de réplique, s'adresse à Mme Fortier. Alors, en 2015, on a ramené l'âge d'admissibilité de la sécurité de la vieillesse de 67 ans à 65 ans, qui a permis, dès là, de sortir 50 000 aînés de la pauvreté. C'est pas assez. On veut continuer et justement, ce qu'on propose, c'est d'augmenter de 10 % la sécurité de vieillesse pour les gens aînés 75 ans et plus. Alors, c'est une première mesure qu'on va faire. Une autre mesure, c'est, on sait, puis on en a parlé avec les aînés, c'est d'augmenter de 25 % les prestations des survivants du régime de pension du Canada. Donc, ça va représenter environ 2080 de plus par année pour ces aînés. C'est 2 mesures. D'accord. Merci. Madame Ngabirano? Vous avez demandé une chose, je vais vous la dire, c'est le plan de pension canadien. On veut augmenter le taux de 25 à 50 %. Comme il me reste du temps, je vais en ajouter. Oui. On parle de développer une stratégie nationale pour les aînés et également à augmenter les fonds pour les maladies qui sont liées à la vieillesse. Merci. D'accord. Et Madame Mercier? On veut aussi implémenter une stratégie nationale pour les aînés qui comprend une stratégie nationale pour la démence aussi. Une autre affaire qui est importante, c'est légiférer des soins de qualité, des soins de long terme et de soins à la maison. Une autre affaire que le monde ne réalise pas, c'est que plus qu'on est vieux, plus que c'est difficile à se déplacer. Des fois, on perd nos licences. Donc, un système de transit qui permet de faire en sorte que les gens puissent se rendre à des activités, ça promouvoit aussi une inclusion sociale, puis ça se bat contre l'isolation des aînés, qui est super important. D'accord. Maintenant, la prochaine question va paraître comme étant de ressort provincial puisqu'elle va porter sur l'hôpital Montfort, mais il y a eu des investissements qui ont été réalisés à l'hôpital Montfort et qui relèvent du fédéral. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la situation à l'hôpital Montfort? Et la question s'adresse d'abord à Oriana Ngabirano. Moi, je vous dirais, je parlerais d'une expérience personnelle où je suis arrivée à l'hôpital Montfort et j'étais en situation de crise. J'avais besoin d'un médecin et la première question qu'on m'a demandé, c'est « Vous venez d'où, madame? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? » Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est une barrière automatique à l'accès des soins. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée et je suis partie. Parce que je ne voulais pas être traitée par quelqu'un qui me voyait comme
quelqu'un qui n'avait pas droit d'être là. Donc, pour moi, la première chose à faire à l'hôpital Montfort, c'est l'accueil, de comprendre que cette ville est diversifiée et qu'il y a des gens qui ont besoin de services, autant en français, mais autant des services qui tiennent en compte leur diversité et le fait qu'on a le droit de se sentir ici comme chez nous aussi. Donc, moi, mon expérience personnelle, c'est ça que j'amène. C'est pour ça que je pense que c'est la première chose à changer à Montfort. C'est l'accueil, surtout dans une communauté comme Ottawa-Vanier, qui a beaucoup d'immigrants. Il faut penser à ça. Parfait, merci. Madame Mercier? Je voudrais juste prendre mon 30 secondes pour m'excuser personnellement à Oriana pour son expérience à l'hôpital Montfort. Je travaille là, puis je connais le staff, puis le personnel. C'est du monde empathique, qui prend tellement bien soin des gens. Puis l'hôpital Montfort, c'est tellement le cœur d'Ottawa-Vanier. On s'est battu pour cet hôpital-là, puis il faut continuer à se battre. Donc, malgré ces situations-là, il y a vraiment du bien qui sort de Montfort, puis on a besoin de prendre soin de nos gens, puis nos populations vulnérables, puis cet hôpital-là, il faut qu'on se batte pour. D'accord, merci. Maintenant, M. Joël Bernard du Parti conservateur. L'importance de Montfort est, pour non seulement les francophones, mais pour toute la communauté, très important. Encore une fois, les médias ont annoncé que les libéraux ont coupé du financement aux hôpitaux qui desservent les vétérans et aussi les militaires. Alors, il faut s'assurer premièrement que ça ne touche pas Montfort. Et moi, je suis 100%... La valeur de Montfort, écoutez, elle est très importante, cet hôpital-là. Il faut faire non seulement garder le financement, mais augmenter ses services pour qu'elle puisse continuer à croître. Merci. Et Madame Fortier? C'est une excellente question parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement libéral peut investir dans certains programmes à l'hôpital Montfort. Je ne sais pas si vous savez, mais l'hôpital Montfort est maintenant un hôpital universitaire. Et il y a un institut qui s'appelle l'Institut du savoir. Donc, toute la question de la recherche sur les minorités, il faut qu'on puisse donner l'accès à Montfort aux programmes de recherche pour mieux comprendre nos communautés. L'autre, c'est la formation des professionnels en santé. Avec le Centre national de formation en santé, l'hôpital Montfort peut en bénéficier. Parfait, merci. Alors, ceci met fin à la période de questions formelles et nous allons ouvrir maintenant au mot de fermeture des candidats. Alors, nous allons commencer par ordre inverse, alors avec Stéphanie Mercier du Nouveau Parti démocratique. Merci beaucoup, puis un grand merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier vous tous dans la salle d'avoir pris le temps d'être venus nous écouter puis d'écouter les nouvelles idées qu'on a pour Ottawa-Vanier. Je veux aussi remercier mes collègues qui se sont présentés aujourd'hui puis qui ont mis leur nom d'avant. C'est quelque chose de courageux, faire de la politique de nos jours. Puis je veux finir en disant, quand j'étais ado, là, on m'a dit que j'allais jamais être assez bonne pour jouer un sport universitaire. Fait que j'en ai joué 2. On m'a dit que j'allais jamais être capable d'aller à un championnat national. Donc, mon équipe s'y est rendue, puis on a gagné une médaille. On m'a dit que j'allais jamais être capable de marcher 1000 dans leurs chaussures, mais j'en ai marché 2600 dans les miennes en marchant du Mexique au Canada 2 étés passés. On dit que Ottawa-Vanier, c'est un siège sécurisé, mais je suis capable de relever des défis. J'ai le courage de faire de la politique différemment. Puis après des décennies de la même représentation, ici à Ottawa-Vanier, il faut se demander pour qui les changements ont été faits. La vie est de plus en plus difficile. On a besoin d'un changement désespéré, puis je suis prête à me battre pour ce changement. Merci. Merci, Madame Mercier. Maintenant, la parole est à Joël Bernard du Parti conservateur. Premièrement, merci pour l'invitation ce soir. On apprécie beaucoup ça. Je vais vous dire que moi, ça fait depuis 2006 que je travaille sur la colline parlementaire. Je ne suis pas fameux avec les discours, mais je peux vous dire que j'ai conseillé 4 différents ministres depuis 2006. Je connais le processus budgétaire sur la colline, je connais le processus législatif. Ça veut dire, c'est que je peux grouiller, je peux faire bouger les dossiers. Et j'ai 55 ans. J'aime beaucoup la francophonie. Je veux vraiment voir les choses grouiller ici. Oui, il y a des investissements, certains investissements de l'infrastructure, mais si on regarde au retard qu'on a comparé aux autres circonscriptions juste alentour de nous, écoutez, si Ottawa-Vanier était à Rockland
ou plus loin, peut-être, mais on est au centre-ville, on est juste là à côté d'Ottawa. Et quand on regarde Westboro, je donnais l'exemple tout à l'heure, vous voyez la croissance économique, il fait beau là-bas. Et quand le maire Watson propose un hébergement pour les sans-abri, ça ne va pas être à Westboro, ça va être ici. Parce qu'ici, on s'en fout des gens ici. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre que la circonscription n'a pas été une priorité pour personne, que ce soit le fédéral, provincial ou municipal. Mais quand viennent les mauvaises nouvelles, il se souvient de nous. Alors, je vous demande la permission, je vous demande de me laisser travailler pour vous. Je veux vraiment que ça avance ici à Ottawa-Vanier. Et j'ai vraiment le cœur au travail. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous remercie d'avoir venu ce soir. Merci. Merci, M. Bernard. Maintenant, Mona Fortier du Parti libéral. Bien, merci à mes collègues candidats et candidates d'avoir été ici ce soir. Merci à l'ACFO d'Ottawa d'avoir organisé un débat francophone. C'est vraiment bien et c'est important pour notre communauté. Comme vous l'avez entendu plus tôt, puis j'ai tenté de vous le présenter, Justin Trudeau et l'équipe libérale sont le seul parti à avoir un plan positif pour renforcer la classe moyenne et aussi protéger l'environnement, en même temps qu'on progresse au niveau de l'économie. Depuis 2015, les Canadiennes et les Canadiens ont créé plus d'1 million d'emplois. Le taux de chômage est à son plus bas depuis 40 ans et les salaires sont en hausse. Notre économie est en croissance. Mais nous savons qu'on doit en faire plus. Alors, l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'apprendre que j'étais nommée coprésidente de la plateforme libérale. Et je vous invite à la lire parce qu'on a une plateforme qui est gagnante pour tous les Canadiens et Canadiennes et je suis particulièrement fière de la section des langues officielles. Notre gouvernement libéral s'est engagé à soutenir les droits des minorités linguistiques et nous encourageons les gens à apprendre l'anglais et le français partout au pays. Une autre mesure très importante est l'engagement de notre parti à entreprendre le dénombrement des ayants droit, puis de faire une enquête post-censitaire approfondie pour pouvoir prendre en compte de meilleures politiques pour nos communautés de langue officielle. Moi, je sais qu'Ottawa-Vanier est forte de sa diversité et c'est ce qui m'inspire dans mon travail. Puis pour mon prochain mandat, je veux continuer à travailler pour rendre la vie plus abordable pour les résidentes et les résidents, de protéger l'environnement et protéger et promouvoir les langues officielles. J'espère que vous allez pouvoir m'appuyer et qu'on pourra travailler ensemble pour continuer à développer Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Merci, Mme Fortier. Et finalement, Oriana Ngabirano du Parti vert. Merci. Madame Mercier, pour la dernière fois, je vais vous dédier ma conclusion. Madame Mercier, vous n'avez pas à vous excuser pour mon fort. Madame Mercier, vous n'avez pas à me remercier d'avoir mis mon nom sur le bulletin de vote. Parce que, Madame Mercier, il y a 2 jours, vous m'avez demandé d'enlever mon nom sur ce bulletin de vote. Madame Mercier, regardez ma fille qui est assise ici. Regardez-la dans les yeux et dites-lui que sa mère est une menteuse. Dites-lui que sa mère n'a pas le droit de s'asseoir ici. Madame Mercier, c'est ce que vous avez fait avant-hier, quand vous avez pris votre téléphone pour me demander de quitter cette course. Madame Mercier, quand vous et vos amis vous êtes amusés sur Internet à écrire des mensonges, Madame Mercier, regardez ma fille dans les yeux et dites-vous que lorsque vous faites des choses, il y a un impact au-delà de ce que vous pouvez penser. Madame Mercier, je vous demande d'avoir du respect pour ma communauté. Les gens qui sont ici vivent avec moi, c'est mes voisins. Vous n'allez pas quitter Gatineau pour venir nous dire qu'on n'a pas le droit à notre représentation. Madame Mercier, vous devez des excuses à ma communauté, à ma personne et à ma fille. Merci. Sur ces mots bien sentis, celle-ci... Je peux répondre à la question. C'était quand même une attaque très personnelle. Je vais vous donner le droit de répondre à cette Merci. question. Oui. Juste pour être clair, je respecte Mme Gabirano très, 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 beaucoup. Puis, je respecte notre démocratie. Je suis contente qu'on a une démocratie. Puis, j'ai confiance dans le système démocratique. J'ai pas demandé à Madame de résigner. Je demanderai jamais ça à personne. J'ai confiance
que notre communauté va choisir la bonne personne pour les représenter. Ça, c'est de 1. De 2, Il y a un temps, peut-être, pour qu'on s'assure que tout le monde ait le même temps pour le... mais Oui, tu, oui. tu me demandes des excuses. Je peux pas te donner des excuses pour quelque chose que j'ai pas fait. Je t'ai Ah, demandé... vous me les avez donnés pour Montfort, mais par contre, pour votre appel qui était directement adressé à moi, me disant que vous aviez l'avantage et que Madame Fortier était en baisse et me demandait de me pousser de la course pour vous laisser gagner. Je n'ai pas inventé ça. Non, j'ai Merci. demandé... Merci. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que on est deux progressives. On est Non, deux... non, non, non. Il y a on peut progressiste... mettre- Est-ce que je peux parler? Non, 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 non. non. S'il vous plaît. Madame C'est dans les Gabirano, mots, je suis désolée. laissez Madame Progressiste, c'est dans Mercier. l'action. C'est pas seulement dans les mots. Laissez Mme Est-ce Mercier que je peux répondre, s'il parler? vous plaît. On est deux parties très progressives. Je pense que quand on peut collaborer, mettre deux têtes ensemble, on peut avoir des meilleures idées pour le changement pour un changement à Vanier. La priorité à Ottawa-Vanier, c'est un changement. C'est ça qui est important. Puis, ça n'a pas besoin... L'importance des partis, c'est pas les couleurs des partis, l'important, c'est le changement. Puis, on sait que pour un changement, parfois, il faut collaborer. Puis j'ai demandé, Mme Gabirano parle toujours de collaboration. C'est une des affaires qu'elle dit toujours à ses débats. D'accord. Donc, Merci. j'ai pas demandé la... Merci. J'ai pas... Merci beaucoup. C'était Pourquoi pas ne vous une êtes pas demande. retiré vous-même? On pouvait pas dire mieux. Merci. C'est pas une demande... C'est ça le de- racisme institutionnalisé. C'est exactement ça. Vous êtes exactement la création de ça. C'est ton mot contre le mien. Puis en D'accord. bout de ligne, on a Parfait. demandé une collaboration. On va arrêter ce débat-là. Je vais quand même laisser à Mme Fortier et à M. Bernard l'opportunité de rajouter quelques mots pour clore le débat. Alors, Mme Fortier. Bien, je pense que la chose qui est la plus importante, c'est qu'il faut encourager les gens d'aller voter dans Ottawa-Vanier. Alors, à partir de vendredi, avec le vote par anticipation, et le 21 octobre, parlez à vos voisins, parlez à vos familles et augmentons le taux de participation dans Ottawa-Vanier. D'accord. Et M. Joël Bernard. Celui qui se tait face à l'injustice en fait partie. La parole est à M. Bernard. Je n'ai aucun commentaire, merci. D'accord. Merci. Alors, ceci met fin à ce débat d'Ottawa-Vanier organisé par l'ACFO d'Ottawa. Nous vous rappelons à tous l'importance d'aller voter le 21 octobre et avant ça, si vous ne pouvez pas voter le 21 octobre, voter par anticipation. Alors, sur ce, merci beaucoup de votre participation en salle et à la télévision et à la prochaine. Merci.